Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo d'analyse où on va passer au crible l'intégralité de l'intersaison des Celtics 2017, des Celtics par l'intermédiaire de leur general manager Danny Ainge, qui ont fait plein de changements durant cette intersaison, et je n'ai pas souvenir dans l'histoire de la NBA d'avoir déjà vu une équipe jouer les finales de conférence et modifier 80% de son effectif dans l'espoir non pas de se reconstruire parce qu'on est arrivé en fin d'un cycle et qu'on veut passer à autre chose, mais dans l'espoir de se renforcer et de faire mieux que l'année passée des finales de conférence atteintes. Donc énormément de changements du côté des Celtics. Est-ce que ces changements seront payants ? Est-ce que les Celtics seront plus forts ? Parce qu'au final, eh bien, la vraie question est là. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de développer dans cette vidéo. Comme toujours, on va aller piocher dans des stats avancées pour aller vers le plus d'objectivité possible et surtout aller au-delà des intuitions pour commencer eh bien, à avoir une idée du niveau de ces Celtics 2017-2018. Donc l'analyse de l'intersaison des Celtics, c'est parti. Le changement, c'est maintenant. Alors ça aura été complètement la devise de Danny Ainge durant cet été 2017, 80% de l'effectif a changé, et c'est vraiment surprenant parce que cette équipe de Boston, depuis la saison 2013-2014, donc depuis l'été 2013, été où on a fait imploser un groupe qui était arrivé en fin de cycle, le groupe avec Rondo, Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett. Ray Allen était parti avant, mais en gros c'était la fin de ce groupe-là qui avait gagné un titre et joué 2 finales NBA, joué plusieurs finales de conférence. On était arrivé à la fin de ce cycle-là et on avait été recruté Brad Stevens, et puis on était en train, pièce après pièce, autour d'un noyau dur de jeunes joueurs, eh bien, de monter en intensité. Et bien là, à cet été 2017, Danny Ainge et les Celtics, ils ont tout dynamité pour eh bien, essayer de repartir de plus belle avec quelque chose de vraiment différent. Donc on va voir si ce changement qui a eu lieu maintenant, eh bien, il est payant. On le disait, il y a eu énormément de changements dans cet effectif des Celtics, vous le savez. Sur l'intégralité du roster de la saison passée, il n'y a que 4 survivants. Horford, Rozier, Marcus Smart et Jalen Brown sont les 4 seuls survivants des Celtics 2016-2017, et c'est vraiment hallucinant quand vous y pensez, parce que ces Celtics de l'année passée, ils ont fait une finale de conférence, donc ils avaient déjà un groupe solide, et pourtant tout a implosé pour espérer être plus fort. Donc quel peut être le vrai niveau de cette équipe de Boston 2.0 pour 2017-2018 avec Irving, Hayward, Marcus Morris, Tatum et Baines parmi les arrivées majeures. On va commencer, si vous le voulez bien, par le commencement et par faire un diagnostic pour évaluer les forces et les faiblesses de cette équipe des Celtics, et pour évaluer dans quelle mesure les arrivées et les départs eh bien, comblent les faiblesses, augmentent encore les forces, ou ne font ni l'un ni l'autre. On ne peut pas tirer de conclusion sans avoir un diagnostic fiable en tête de cette équipe des Celtics. La saison passée, c'était la 8e attaque, la 12e défense de la ligue, la 7e équipe de la NBA pour ce qui est du meilleur net rating, donc le différentiel attaque-défense. Mais malgré cette 7e place, on avait le 4e meilleur bilan de la NBA. Pourquoi un tel décalage ? Parce que la saison passée, cette équipe de Boston était une formidable équipe pour ce qui est de négocier des fins de match serrées. Vous voyez que c'était le 5e meilleur net rating de la ligue dans des conditions de ce qu'on pourrait appeler le crunch time, donc c'est moins de 5 minutes à jouer, plus ou moins 5 points d'écart. Et dans cette configuration de match très serré, Boston a l'un des meilleurs bilans de la ligue avec 32 victoires pour 17 défaites. Donc ils ont joué énormément de matchs serrés qu'ils sont allés gagner. C'est pour ça que malgré effectivement une 8e attaque, 12e défense, ce qui est correct, mais qui n'est pas excellent, les Celtics avaient quand même le 4e meilleur bilan de la NBA. Merci qui ? Merci coach Stevens, qui est un coach éminemment impressionnant
dès lors qu'il y a des mises en place tactiques en sortie de temps mort, ou dans sa capacité à vraiment très très bien structurer son attaque et sa défense tactiquement et stratégiquement dans les fins de match serrés. Donc c'est à mettre au crédit de coach Stevens, qui a vraiment mis en place les situations pour que les joueurs brillent et pour qu'un Isaiah Thomas performe dans les quatrièmes quart-temps et d'autres joueurs de l'équipe également. Par contre, c'était la saison passée, c'est Celtics seulement la 27e équipe de la NBA au rebond. Donc grosse problématique de rebond du côté des Celtics, et on était en cumulé la 18e défense de la ligue pour ce qui est de la contestation des tirs adverses. Donc défensivement, c'était pas top, et c'est pour ça que c'était la 12e défense de la ligue, mais ces problématiques de rebond et de contestation des tirs, eh bien, font partie de ce qui étaient les faiblesses des Celtics la saison passée. Pour faire simple, cette équipe des Celtics, défensivement, eh bien, elle était moyenne partout. Il n'y a pas un endroit du terrain que cette équipe de Boston avait du mal à défendre, mais à contrario, il n'y avait pas un autre endroit du terrain où cette équipe des Celtics était vraiment très très forte, sauf dans la contestation des tirs à 3 points, où Boston était la 2e meilleure défense de la NBA. Malgré tout, l'équipe avait quand même défensivement 2 grosses faiblesses dans ses oppositions directes poste par poste. C'était sur le poste de meneur, où les adversaires directs enregistraient en moyenne 18,7 de PER, d'indice de productivité, ce qui est un indice très 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 élevé, qui défensivement place cette équipe des Celtics au niveau d'une équipe l'année passée comme les Lakers, comme les Brooklyn Nets, bref, comme les très 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 mauvaises défenses de la ligue. Et c'est également vrai sur le poste de pivot, où la productivité adverse sur la position de pivot était très 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 élevée. Donc cette lacune défensive, elle se traduit bien, par la présence de Isaiah Thomas, qui avec son tout petit gabarit tombe systématiquement face à lui sur des joueurs plus grands, un petit peu plus physiques. Défensivement, ça pénalise son équipe, et ce raisonnement est également applicable à Al Horford, qui est pourtant un bon défenseur, mais qui pour un pivot est un petit peu undersized, et qui du coup, dès lors qu'il doit affronter des DeMarcus Cousins, des Marc Gasol, des pivots scoreurs de grande taille, peut défensivement effectivement être un petit peu en lacune. Alors, les faiblesses défensives de Thomas sont compensées par évidemment ses énormes qualités offensives, ce qui fait que sur les différentiels de production, on est largement bénéficiaire sur le poste de meneur, mais c'est quand même un point qu'il faut avoir en tête. Cette faiblesse, cette faillite défensive sur les postes 1 et 5 sont à avoir en tête pour bien comprendre les problématiques des Celtics. En attaque, pour résumer cette équipe de Boston, on a la 3e fréquence d'utilisation du tir à 3 points. Donc Boston est la 3e équipe qui tente le plus de tirs à 3 points, mais on a seulement la 14e réussite de la ligue. Donc on tire beaucoup du côté des Celtics, mais on est plus dans la quantité que la qualité. On a la première fréquence de la ligue pour ce qui est des tirs wide open, des tirs complètement ouverts. Boston est l'équipe qui génère le plus de tirs complètement ouverts. Qu'est-ce qu'un tir complètement ouvert? C'est quand le défenseur est considéré comme à plus de 2 mètres du tireur. Première productivité de la ligue dans ces compartiments de tir, mais seulement la 15e réussite. Donc on arrive à avoir plein de tirs ouverts côté Celtics, mais on ne met pas spécialement dedans. Et ça c'est problématique parce qu'on aime tirer de loin du côté de Boston. Au même titre qu'en défense, on était moyen partout. En attaque, c'est vrai aussi. Dans les réussites au tir de cette équipe des Celtics la saison passée, il n'y a pas un endroit du terrain où on est très fort, mais il n'y a pas non plus un endroit du terrain où on est très mauvais. On est moyen partout. C'est vraiment l'équipe de l'extrême centre, cette équipe de Boston. Une attaque qui génère beaucoup de tirs ouverts. Pourquoi? Parce que c'est une attaque où le ballon est très 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 vivant. Il y a beaucoup de passes, beaucoup de circulation de balles. Regardez la saison passée, en moyenne par match, cette équipe des Celtics était la 3e équipe qui générait le plus de touches, c'est-à-dire le plus de transferts de balles, le plus de touches
si vous voulez, dès qu'il y a une passe, qu'un joueur touche la balle, eh bien ça génère une touche. Donc énorme circulation de balle du côté des Celtics, un ballon qui est très 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 vivant, et un ballon qu'on garde assez peu dans les mains. Vous voyez que la saison passée, le nombre de secondes en moyenne par touche de balle était le 4e plus faible de la ligue du côté des Celtics. Donc on n'est pas dans la monopolisation du ballon côté Celtics, on est dans un ballon qui est une patate chaude et qui circule beaucoup, où il y a beaucoup de mouvements, où c'est très très riche en jeu collectif, en attaque. Et ce qui permettait à cette équipe des Celtics d'avoir le 2e pourcentage de passes décisives créées de la ligue derrière les Golden State Warriors. Donc une équipe qui crée du jeu collectif, qui crée des paniers clés en main, qui crée des opportunités de tir en générant des passes décisives. Je vous avais présenté ça quand je vous avais fait des vidéos d'analyse des séries en play-off. On ne va pas re-rentrer dans le détail, mais voyez que la répartition des différentes composantes de l'attaque de cette équipe des Celtics, eh bien cette répartition, elle est très 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 hétérogène. On peut faire plein de choses et on a une attaque qui est très 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 variée. Donc la richesse de cette équipe des Celtics, c'est d'avoir beaucoup de collectifs et de générer plein de situations différentes dans l'attaque de Boston. On ne va pas surutiliser le pick and roll ou le spot-up du côté des Celtics. Le taux d'usage du pick and roll, notamment porteur de balle, vous voyez ici à 14,6 est l'un des plus bas de la ligue. Mais à contrario, on va faire beaucoup de hand-off, on va faire beaucoup de cuts, on va faire beaucoup de tirs tentés en sortie d'écran. Et cette variété-là eh bien, crée du danger en attaque et a permis à cette équipe des Celtics eh bien, d'être la 8e meilleure attaque de la ligue la saison passée. Donc, le bilan de ce premier diagnostic des Celtics de la saison passée, c'est une équipe moyenne partout. Et ce qui a fait la force des Celtics, c'est qu'ils n'avaient ni point fort, mais à contrario ni point faible. Ils étaient moyens partout. C'est un peu le super-héros qui n'a pas de super-pouvoir, mais qui n'a pas non plus de faiblesse. Voilà comment schématiquement on pourrait résumer les Celtics. Et c'est l'équipe couteau suisse par excellence. On a plein de lames différentes. Pas forcément des lames super solides, mais on a plein de lames différentes, et c'est cette multiplicité de dangers eh bien, qui a fait notre force, qui a fait notre richesse offensive. On a globalement une dominante extérieure dans l'attaque de Boston. Ça n'est pas une équipe qui va beaucoup fixer au poste bas, on a plutôt une attaque qui est générée par les extérieurs, avec beaucoup de tirs tentés de loin, avec beaucoup de séquences où les intérieurs montent poser des écrans, on fait des hand-off des mains à main. Bref, on a une dominante extérieure dans l'attaque. Mais on a aussi une grosse faiblesse au rebond et une défense qui est correcte, mais qui n'est pas non plus parmi les meilleures défenses de la ligue. Donc face à ces problématiques de coach, problématiques de Brad Stevens, on a un Brad Stevens qui se tourne vers son general manager, vers Danny Ainge, et qui lui dit « Voilà, j'ai ces problématiques-là, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Eh bien, quand vous êtes un general manager, il y a 2 solutions. Soit vous œuvrez pour corriger vos faiblesses. Ok, on est faible au rebond, on n'est pas très très bon dans la contestation des tirs intérieurs, eh bien je vais vous recruter un bon pivot. Et c'est pour ça que je vous avais fait une vidéo quand on était au tout début de la Free Agency, où via NBA 2K, j'avais fait un match GM avec les Celtics, et où on échangeait Avery Bradley contre, par exemple, DeAndre Jordan, dans l'optique où les Clippers étaient vendeurs. Et l'arrivée de DeAndre Jordan amenait du rebond, amenait de la défense, amenait une présence intérieure, et permettait à Horford de se décaler en 4. Et on corrigeait cette faiblesse des Celtics. Première possibilité. Ou bien, autre possibilité, on a des faiblesses, on va vivre avec, mais à contrario, on va accentuer nos forces, on va se renforcer sur ce qu'on fait déjà bien pour que la totalité de nos forces efface complètement nos faiblesses. Un petit peu à la Cleveland Cavaliers des saisons passées. On n'est pas bon en défense, mais on est tellement fort en attaque que ça ne se voit pas qu'on n'est pas bon en défense. Voilà un autre postulat qui peut être possible face à un même constat.
On dresse exactement le même constat, mais on a deux approches différentes dans la résolution de ce constat. Qu'ont décidé de faire les Celtics durant cette intersaison? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est pas forcément de chercher à corriger les faiblesses, mais c'est plutôt d'accentuer les forces, et c'est ce qu'on va voir dans le détail dans la prochaine partie, en analysant point par point les arrivées et les départs, en les comparant et au final, eh bien, tirant la conclusion d'un renforcement ou d'un affaiblissement de cette équipe des Celtics.